Il y a comme un air de vacances dans le podcast AWS en français aujourd'hui. On parle du Puy du Fou. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Tous les vendredis matins, dans toutes vos bonnes applications de podcast, nous sommes de retour sur Deezer. Vous étiez plusieurs à le demander, voilà qui est fait. Amazon Music évidemment, mais aussi YouTube, Apple Podcast, Spotify et tous les autres. Merci de nous faire part de vos commentaires, de vous abonner également pour recevoir les nouveaux épisodes tous les vendredis matins. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet quasiment de saison, qui sont les vacances, les parcs à thème. J'allais dire les parcs d'attractions, mais je crois que vous allez définir plutôt le Puy du Fou comme un parc à thème plutôt qu'un parc d'attractions. On pourrait peut-être expliquer la différence également, avec non pas un, mais deux invités. D'un côté, j'ai Yvelin Naudet, tu es DSI du groupe Puy du Fou, et de l'autre côté, Dimitri Guédin, tu es responsable de l'infra-cloud et logiciel pour ce parc bien connu des Français qui est le Puy du Fou en Vendée. Mais les Français, ce n'est que 60% de l'audience du podcast et vous êtes 40% à nous écouter en dehors de la France. Alors peut-être pour commencer, une question bateau, comme d'habitude, peut-être pour toi Yvelin, c'est quoi le Puy du Fou ? Bonjour à tous. Oui, alors le Puy du Fou, effectivement, en France, c'est un parc à thème. La différence qu'il y a avec les parcs d'attractions, c'est évidemment, nous, on ne fait pas de manège. Mhm. Notre cœur de métier, c'est de faire du spectacle vivant autour de l'histoire de France, et on essaye de faire voyager nos visiteurs à travers un peu toutes les époques, et les images d'Épinal qu'on peut avoir de notre histoire. Dans ce parc qui fait un peu plus de 100 hectares, qui est un écrin de verdure dans lequel on se promène et puis on peut faire différents spectacles. Et Voilà. vous existez depuis de longues années, c'est un nom bien reconnu, bien implanté en France en tout cas. Oui, effectivement, ça va faire bientôt 50 ans que la Cinécénie existe. Wow. Alors, la Cinécénie, c'est notre spectacle nocturne, réalisé par des bénévoles, qui est en fait l'origine, hein, vraiment l'origine du Puy du Fou. Et ensuite, petit à petit, il y a un parc qui s'est adjoint à ce spectacle nocturne. Et de ce parc, avec des salariés, une entreprise complètement standard, là, il y a eu effectivement l'avènement de beaucoup de spectacles, et puis après les complexes hôteliers, la restauration, et cetera. Donc ça, c'est le gros bateau amiral du groupe Puy du Fou. Et puis on a aussi un Puy du Fou España à Tolède, qui a été créé en 2019. Sur le même concept de parc à thème plutôt que parc d'attractions. Tout à fait, celui-là évidemment décliné sur l'histoire espagnole. Mhm. De Tolède, et ensuite on a tout un tas d'autres activités qu'on pourrait qualifier de rayonnement. On a une activité de film, on a une école aussi avec plus de 400 élèves. Du coup, c'est vrai que le périmètre, souvent, je le compare plutôt à à une petite ville qu'à une entreprise normale. Une école de quoi ? Alors c'est une école totalement standard, qui va de la maternelle jusqu'à maintenant la terminale. Elle est standard, mais bon, elle a quand même quelques spécificités. Mhm. C'est-à-dire qu'on respecte le programme académique scolaire standard dans la matinée, et l'après-midi, c'est une école d'art et de spectacle. Donc du coup, on va former les élèves aux arts du spectacle, au combat, à la danse, à la musique, au théâtre, et cetera, et évidemment, en espérant peut-être qu'un jour, tous ces élèves pourront alimenter nos spectacles, mais pas que, faire aussi des gens à l'aise dans leur esprit et dans leur corps. Tu disais une entreprise comme les autres. Je suppose qu'au niveau informatique, c'est pas du tout comme les autres, parce qu'il y a l'activité du parc à thème, il y a l'hôtellerie, il y a la restauration, il y a la production cinématographique. Enfin, tout ça, ce sont des choses assez différentes. Euh, quels étaient quels sont les challenges, puisqu'on a la chance d'avoir le directeur informatique et le responsable de la prod et du cloud. C'est quoi les challenges de l'informatique d'une entreprise comme le Puy du Fou ? Alors, bonjour à tous et bonjour Sébastien. Effectivement, on va dire que le premier challenge, qu'est-ce que ça va être? Du coup, ça va être plutôt, d'offrir une expérience à nos visiteurs par rapport, on va dire avant l'arrivée au Puy du Fou, pendant et après.
Donc du coup, il va y avoir pas mal de solutions que nous, on va mettre en place. On va dire que le premier contact qu'on va avoir avec le visiteur, ça va être par le biais de notre site vitrine, puis du coup.com, et ensuite, du coup, le visiteur va arriver sur, notre tunnel de réservation. Et il faut savoir que, il y a encore, 3 ans, l'intégralité des SI était, complètement on-premise, sur le site Puy du Fou. Comme le disait Yvelin, nous, on est vraiment dans un écrin de verdure et du coup, les arrivées internet, tu peux imaginer que c'est assez Les- compliqué d'avoir des bonnes connexions. Je traduis, vous êtes au milieu de nulle part, c'est ça que tu veux dire? C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Et du coup, effectivement, le fait d'avoir des accès internet, c'était assez compliqué d'avoir une bonne bande passante. Et par exemple, notre site de réservation qui était hébergé avant sur, nos data centers on-premise, faisait qu'on devait, travailler sur, des Les files d'attente. des grosses files d'attente pour, Mhm. justement que les visiteurs arrivent sur notre site vitrine. Je te cache pas non plus que le site vitrine tombait, enfin le site de vente en ligne tombait, régulièrement. Il y avait un peu de charge. Il y avait pas mal de charges malgré aussi ces files d'attente-là, et c'est là, à l'époque, où on s'est, posé la question du coup, de commencer à faire des migrations du coup sur un cloud provider, public. Tu as parlé, tu parles de la réservation. Je suppose que ce sont des réservations souvent pour plusieurs jours qui combinent hôtel, les entrées dans le parc, etc. Et puis, Exactement. il y a, je suppose, toute la gestion à côté, gestion du personnel, gestion des restaurants. Je suis super naïf, mais je me dis que vous n'êtes pas le seul parc d'attractions, le seul parc à thème, et qu'il doit y avoir des packages qui existent. C'était quoi le périmètre logiciel? Vous achetiez des packages que vous intégriez ou c'était fait du développement fait maison? On va dire que pour toute la partie ERP, c'était une solution qui était sur étagère, Mhm. et ensuite notre vente en ligne, elle a été du coup, totalement développée, en interne. Et donc vous hostiez ça dans des data centers privés avec les challenges de scalabilité, de disponibilité. Je suppose que ça se chiffre très vite, des minutes ou des heures d'indisponibilité à certaines périodes clés de l'année. Ça a un impact direct sur la fréquentation du parc. Totalement, totalement, et il faut savoir aussi que du coup, l'ERP d'il y a 3 ans, en fait, il était totalement monolithe. C'est-à-dire qu'en fait, toute la partie billetterie, hôtellerie, merchandising, j'en oublie sans doute, Restauration. restauration, passait par le même, outil. Ce qui veut dire qu'en gros, si l'outil, était indisponible, et ben, en fait, du C'est la coup, c'était un totalité, hein. blackout, pour l'intégralité du parc, même au niveau opérationnel. Donc ça veut dire que les boutiques ne pouvaient pas vendre ou les restaurants ne pouvaient pas prendre de réservation, enfin des problèmes dans les hôtels, etc. C'est exactement ça. Et donc vous décidez de migrer vers le cloud. Euh, voilà, on est là pour parler de cette migration. Comment ça s'est passé? Comment vous avez fractionné ce projet en plusieurs parties gérables? Alors, Yves et moi, on était assez convaincus que le cloud pouvait répondre, vraiment vraiment à nos problématiques, sauf que du coup, nous, de notre côté, il a fallu convaincre, la direction. Comment on s'y est pris? On a pris un use case tout simple, qui était du coup notre boutique en ligne, là où on peut vendre des goodies Puy du Fou, sur internet, et du coup, on a décidé de refaire l'intégralité de cette boutique. Refaire. Donc c'est pas une migration, c'est Et redévelopper. redévelopper la boutique en termes du XUI quand même, parce que c'est vrai que l'ancienne, Mhm. elle avait quand même ses années. Ancienne. Elle est ancienne, et effectivement, on a dit qu'on pouvait allier développement et du coup infrastructure, pour ce nouveau workload. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous avez pris quelque chose qui n'est pas critique au niveau business, comme la Exactement. billetterie par exemple, ou l'opérationnel du parc. Vous êtes parti sur quelque chose de moins critique pour se faire la main dans un premier temps. C'est exactement ça, parce qu'effectivement, il fallait aussi penser à la formation des équipes. Ça, je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard, Mhm. mais effectivement, on a pris vraiment un workload qui était pas du tout critique. Donc on a refait tout le développement de notre boutique en ligne, et du coup, on a mis ça à l'époque sur une EC2 avec une base de données RDS, MySQL, et du coup, ça nous a servi aussi à montrer à la direction qu'on pouvait avoir un site qui était scalable, justement avec les pubs qu'on pouvait avoir sur la partie vente.
Et comment s'est passée cette réécriture? C'était fait en interne? Vous avez utilisé des prestataires externes? 50-50. En fait, on a pour Mhm. habitude effectivement sur les équipes, logicielles de travailler, en interne, mais aussi de nous aider de prestataires pour l'écriture du code. Il y a une phase de migration également? Je sais pas, récupération de l'historique des achats, des paniers d'achat, des historiques de comptes clients, par exemple? Eh bien, là, non. Pour le Non? coup, effectivement, on a fait un reset. Ouais, parfois On a c'est fait plus simple, hein, c'est dire, c'est ça, voilà, on repart de zéro. exactement. Là, le but, c'était vraiment de simplifier et de faire vraiment un proof of concept. Et ça a pris combien de temps environ, juste pour avoir une idée? Le développement de la nouvelle boutique, ça a pris, 9 mois, Mhm. et mise en ligne au 10e mois. Et quelle était la première expérience de la mise en ligne? Eh bien, la première expérience déjà, c'est qu'on n'a pas eu d'indisponibilité du site et on a fait, Yvelin, là je me pied sur toi, il me semble qu'on a fait un CA de plus de 20 dès le 1er jour sur la boutique en ligne. Waouh! Qui s'explique pas que par, la plateforme technique, c'est probablement la nouvelle UX, l'expérience Exactement, utilisateur, exactement. Parce qui que a été modernisée. c'est ça, exactement. Parce qu'effectivement, on a fait aussi un gros travail avec, les équipes, marketing digital aussi au Puy du Fou, où du coup on a vraiment travaillé sous forme de produit, le nouveau site. Et donc, un hardi de cette, première expérience, je prends toujours l'analogie de dire: «On met les pieds dans l'eau, on se rend compte qu'elle est bonne et on va se lancer, on va nager». Quelle était la stratégie pour la suite? La stratégie pour la suite, alors du coup, effectivement, notre directeur général nous a demandé d'écrire un schéma directeur sur 3 ans, où on en est à la fin du coup, à l'heure où on se parle, on est à la fin de ce schéma directeur-là et donc l'idée, ça a été vraiment de travailler un petit peu sur tous les workloads de chaque métier. Donc encore une fois, la partie, commerce avec la réservation, la partie hôtellerie, la partie merch et la partie restauration et en fait, d'essayer de découper, chaque workload. Ça nous a permis de trouver soit des outils sur étagère, pour une grande partie de nos workloads et après nous, effectivement, sur la partie, vente en ligne, on est venu du coup, développer notre propre site en surcouche de ces outils-là. Et donc le choix était de migrer, sur AWS ces applications? En fait, non, c'est même pas une migration, c'est une erreur ce que je suis en train de dire, puisque tu as dit: «On découpe nos workflows, Ouais. on identifie des packages, il y a des packages qui existent ou sinon on choisit de redévelopper». Donc c'est pas une migration, vous avez décidé de reconstruire un SI dans le cloud? C'est l'idée. C'est l'idée avec effectivement beaucoup de produits SaaS et en fait, là, c'est pareil, c'est qu'on peut parler de cette transformation SI, ça nous a aussi permis de réorganiser l'équipe. On pourra parler des métiers plus tard, mais aussi l'équipe SI en interne. Ça veut dire qu'avant, quand je dis avant, ça remonte toujours à il y a 3-4 ans, on avait 150 applications, heu, Mmh. gérées par 10 développeurs. Waouh! Donc je te laisse imaginer un petit peu la dette technique que les applications avaient. On avait aussi des stacks techniques qui étaient pas du tout homogènes d'une application à une autre. Donc en fait, le premier choix déjà, ça a été l'homogénéisation technique de ces applications-là. C'est-à-dire qu'elles se parlent entre elles, échanger des données, Alors même pas, là l'idée c'était vraiment on était vraiment sur, soit on avait un petit peu de PHP, on avait pas mal de Java, on OK, avait tu parles vraiment beaucoup de du stacks, stack techniques technique. Mmh. différents et nous du coup on a pris le pli de maintenant chaque application est développée avec, JavaScript. Comme ça, on uniforme un petit peu le langage de programmation au niveau de chaque développeur et après les développeurs sont maintenant répartis dans ce qu'on appelle des pods. Donc en fait, C'est-à-dire? ils sont vraiment répartis sur des produits bien ciblés. Donc je vais avoir un pod qui est en fait une équipe, hein, composée d'un lead développeur, 2 développeurs et d'un PO. Donc on va avoir un pod sur justement la gestion de la réservation, donc tout ce qui est attrait aux visiteurs, Mmh. le site vitrine, notre tunnel de réservation et du coup, notre outil de billetterie. Je vais avoir un deuxième pod qui est plus, au niveau donc, des employés au Puy du Fou, donc toute la partie SIRH. Et après, un pod qui va être plus parcours visiteur, donc là où du coup on va parler, CRM, application mobile. D'accord, et dans ces 150 applications, tu as une idée globalement de combien sont partis en SaaS et combien ont été redéveloppés en interne? Ouais, alors, combien sont partis en SaaS? Donc nous, Cinquantaine. il y a une cinquantaine d'applications qui sont parties sur AWS. Après c'était,
Beaucoup d'applications sont restées aussi en interne parce que vu qu'on changeait notre ERP, c'était des applications qui discutaient avec notre ERP qui n'existent plus maintenant, donc ces applications-là sont tout simplement mortes. Et ensuite, c'était la mise en place des outils plutôt SaaS sur les métiers. Quand tu dis un SaaS, tu dis SaaS sur AWS, moi SaaS, je pensais un Salesforce, je sais pas, ou un Google Office, etc., des trucs entièrement hébergés ailleurs. C'est quoi ta définition du SaaS? Parce que je pense qu'on parle pas de la même chose. Effectivement. En fait, là, enfin, faut vraiment savoir que, par exemple, pour la partie, je vais prendre, par exemple, la partie hôtellerie. On est parti sur, des logiciels qui sont sur étagère et là, pour le coup, ils sont vraiment en SaaS. Ils sont enfin, peut-être sur AWS ou pas, mais en tout cas, nous, on ne gère même pas, cette partie hébergement. Mhm. Donc vous avez une interface web, vos utilisateurs s'authentifient, vous avez C'est ça, peut-être probablement des exports de données pour synchroniser avec les autres systèmes, certainement de l'identité, la gestion des identités, des droits, etc. tout à fait. Mais c'est pas votre responsabilité de gérer l'infrastructure de ce truc-là, c'est le provider qui s'en occupe. Exactement. Et globalement, c'était l'idée au départ, hein, si on prend par priorité dans la transfo SI. C'était vraiment de prendre chaque métier, de challenger les métiers sur les meilleurs outils de leur mé de justement de leur périmètre et ensuite de mettre en place cette interaction d'outils SaaS avec, justement, sortant de cette responsabilité un petit peu de l'infrastructure et cetera. Là, c'était plutôt de l'accompagnement métier, avec cette approche un peu, best of breed comme on l'appelle. Et ensuite, après, on a tout un tas d'applications qui, elles, sont vraiment très spécifiques au Puy du Fou. Tu en as parlé, Dimitri, la partie SIRH est vraiment quelque chose qui nous est propre. Et puis tout un tas aussi d'autres petites applications qui tournaient avec notre ERP, où là, on a dû effectivement vraiment rebuilder les applications et les migrer sur AWS, je dirais classiquement, quoi. Est-ce que vous avez changé de RP en même temps? Tout à fait. En fait, Mhm. c'est justement cette transformation SI, elle avait plusieurs onglets. Elle en avait Mhm. un qui était effectivement, de changer de RP. Alors, on dit ERP, ça n'existe pas tout à fait, en fait, dans le monde des parcs. C'est plutôt justement une agglomération de modules et en fait, on a recréé cette approche best of breed avec, justement des verticales par métier. Ah, donc un outil de restauration, un outil d'hôtellerie, un outil de billetterie pour le contrôle d'accès. Et puis ensuite, au-dessus, on a un agrégateur qui vient en fait ouvrir des catalogues, des produits, des disponibilités à des canaux de vente. Et effectivement, dans cette approche un petit peu architecturale et logique, notre propre site de vente en ligne ou notre propre call center, c'est un canal de vente parmi tant d'autres, mais parmi nos partenaires, etc. Oui, parce que vous vendez via des agences aussi ou des agences de voyage et d'autres. Et donc, ces partenaires doivent être capables de venir accéder à vos données en temps réel pour connaître les disponibilités et les prix, etc. Tout à fait. Et dans cet objectif, il a toujours été assez clair, en tout cas dans notre tête à nous, de d'abord privilégier des outils sur étagère s'ils existaient. Évidemment avec des prérequis techniques, que tu as cités, hein, c'est-à-dire, l'identification, de l'API, et puis un hébergement en SaaS. Et ensuite après développer les choses pour lesquelles nous sommes, pour le coup, très spécifiques. On en a parlé, le SIRH, la gestion des badges aussi qui est sur un site de 100 hectares qui est pas tout à fait, avec des bénévoles, des entreprises extérieures qui cohabitent, qui est pas tout à fait standard. Voilà. Si je résume, il y a trois grandes familles d'applications. Il y a le pur SaaS, hébergé ailleurs par le fournisseur. Il y a tout ce qui tourne et gravite autour de l'ERP ou des ERP, enfin des modules de gestion que vous avez migrés à la fois en termes de logiciels, mais aussi migrés vers le cloud. Et puis il y a les choses que vous avez développées vous-même, redéveloppées vous-même en natif sur le cloud. Est-ce que c'est correct si je mets dans ces trois catégories-là, grosso modo? C'est ça, C'est exactement. ça. Alors, je m'intéresse à la dernière partie, celle que vous avez redéveloppée vous-même. Tu as dit, Dimitri, vous êtes parti sur des stacks JavaScript, TypeScript, du développement interne avec des prestataires externes également. Quels sont les choix technologiques que vous avez faits? On voit nos clients qui partent parfois dans différentes options, du Kubernetes ou du container en général, pas nécessairement Kubernetes, ou du serverless, etc. Est-ce qu'il y a eu des grandes directions techniques, architecturales, ou est-ce que chaque équipe a dû choisir ce qui convenait le mieux pour leur application?
Alors là, effectivement, on est plutôt parti sur, des services managés au niveau AWS. Hem, sur la partie migration, on est plutôt parti sur du replatforming et venir chercher les services managés AWS. Si je prends l'exemple, par exemple, de notre vente en ligne, toute la partie front est sur un S3. Donc c'est un site web statique. C'est un site web Mhm. statique et effectivement derrière on va avoir, toute la partie API qui elle est sur des lambda. Donc vous avez fait le choix du serverless, C'est ça. lambda plus Oui, API Gateway, je suppose. exactement, c'est Mhm. exactement ça. Et puis base de données, du relationnel. Base de données, non, on est parti sur de la Dynamo. Ah oui, donc il y avait une migration de base de données. Et là aussi, j'ai envie de poser la même question qu'avant. Est-ce que vous avez dû reprendre l'existant? Vous êtes reparti sur une application fraîche et neuve? Eh bien, nous avons fait le choix aussi de repartir, fraîche et neuve. Ce qui est pas plus mal, parce que ça C'est plutôt simplifie le développement également. C'était la première fois que vous partiez dans du serverless comme ça. C'était quoi la courbe d'apprentissage pour les équipes en interne? La courbe d'apprentissage, j'avoue que ça a été quand même un gros challenge pour les équipes parce que, donc la majorité de l'équipe était quand même habituée au développement, disons standard et pas du tout sur les applications Cloud Ready. Donc nous, par rapport à notre, migration, on a travaillé avec, Devoteam Revolve, qui Mhm. nous ont accompagnés sur, la phase d'assessment, la phase de migration et la phase de modernisation. Et ensuite, on a aussi pris un package, de formation aussi, que ça soit de la partie, architecture, sécurité et jusqu'à la partie du coup, développement Cloud Ready. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il faut envoyer presque tout le monde en formation sur différents cours, architecte, C'est sécurité, etc., c'est exactement en ça, début de projet. c'est Je ça. crois que Devoteam est un partenaire à formation également, donc ils ont pu vous Oui, donner les formations. Également. Enfin, je m'intéresse à la formation parce que j'ai été formateur chez AWS il y a quelques années. Et donc, c'est vos équipes conjointement avec celles de Devoteam qui ont réarchitecturé, enfin reconstruit ces applications from scratch à partir de l'architecture, schéma de données, développement, déploiement, test exactement. avec toutes les bonnes pratiques, et peut-être des choses qui se faisaient pas ou plus difficilement avant. Je pense à l'autoscaling. Enfin, bon, sur Lambda, c'est à peu près automatique, C'est mais, ça. mais les chaînes de pipeline, de CI/CD, des tests unitaires, des approches plus DevOps. C'est ça, exactement. On était quand même déjà bien DevOps, avant cette migration. Mais si je peux donner un exemple, par exemple, sur la CI/CD, chaque application avait sa propre CI/CD. Mhm. Donc et là, maintenant, on a vraiment un templating de CI qui peut déployer, en fait, sur, n'importe quelle application sur le cloud. Quels ont Donc été les challenges de cette migration, de ce redéveloppement? Il y a l'aspect humain d'apprentissage, on vient d'en parler. Est-ce que vous avez eu d'autres difficultés non prévues euh, ou non attendues? Les difficultés, alors effectivement, je pense que la plus grosse difficulté, pour l'équipe, c'est que, avant j'avoue qu'on était quand même bien silotés entre, la partie, infrastructure, la partie application et la partie réseau. Et effectivement, en fait, sur le cloud, la 1re chose qu'on a dû faire, c'est une nouvelle landing zone. Et donc là, expliquer vraiment à des profils purement système, vraiment prendre toute la partie un peu networking, là, ça a été, quelque chose qui a été, je pense, le plus compliqué. Réseau, c'est intéressant ce que tu disais, on est un peu éloigné de tout, on n'a pas des bonnes connectivités. Là, le fait que ça soit dans le cloud, ça simplifie en tout cas pour l'accès externe à l'infrastructure. Mais tu as mentionné deux choses. Enfin, il faut forcément du réseau sur site également. Enfin, le contrôle des badges, les points de vente, les systèmes informatiques sur site. Comment vous gérez la connexion réseau local avec le cloud? Alors du coup, sur site, on va avoir, un firewall. Mhm. Donc on travaille avec Fortinet sur cette partie-là et c'est un VPN IPsec qu'on a entre, la partie privée et la partie, cloud public, AWS. Et donc, vous avez un réseau local à travers le parc Oui. pour gérer l'ensemble de l'informatique locale, voire mobile, sur le parc. Et finalement, vous avez une bonne connectivité vers le reste du monde. Sur la partie connectivité, effectivement, on a bien retravaillé les sujets, depuis quelques années. Là, maintenant, alors j'avoue que là, c'est pas vraiment parti, mais il me semble qu'on a maintenant, 4 points d'accès, qui sont aussi,
redondants entre nos data centers. On a forcément 2 points fibres, si je ne me Mmh. trompe pas, Ouais. une liaison 4G et une liaison hertzienne aussi pour justement être Pour la redondance au cas où? redondant, c'est le mode purement dégradé. Et après, pour compléter sur la partie parc, on a énormément de flux vidéo à travers nos spectacles. Donc Ah oui. on a vraiment ce besoin d'avoir du débit, en tout cas en interne. Et juste pour faire peur, pour faire peur et pour avoir un peu de chiffres, aujourd'hui, là, sur le parc, nous, on a plus de 100 kilomètres de fibre optique. Rien que sur le parc? Ouais, Waouh! Sur le parc, rien ouais. que sur le parc, ouais. Donc ça, c'est effectivement, on a des équipes, disons, très opérationnelles réseau, et il a fallu effectivement les accompagner et les former à, du réseau aussi, ce qu'on pourrait qualifier Hybride, hein? de virtuel, Mmh. ou cloud, et ça a été effectivement une partie du challenge, ouais. Et rassure-moi, les JTO, utilisées dans les spectacles pour le parc, elles sont en local, dans un data center. L'autre, vous allez pas chercher ça dans le cloud en temps réel? Tout à fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est le fait qu'il y a des choses qu'on a migrées, et il y a Mmh. des choses aussi où très vite on s'est dit: «De toute façon on ne migrera pas». Ça n'a pas de sens, ouais. Effectivement, la vidéosurveillance par exemple, Mmh. aujourd'hui pareil, pour parler un peu chiffres, on doit avoir à peu près 1000 caméras qui tournent 24 heures sur 24, avec une profondeur de plus d'une dizaine de jours. Donc ça fait énormément de données aujourd'hui en termes de stockage sur site, sur 2 data centers, on doit être à 2 pétas et demi. Et globalement, c'est énormément de vidéosurveillance, et bah, effectivement, ça n'a pas de sens D'envoyer ces images dans le d'envoyer. cloud, évidemment. Je sais plus si c'est toi, Yvelin, ou Dimitri, qui a dit, ce changement IT, il a eu des impacts sur l'organisation également. Vous pouvez nous donner des exemples de ce qui a changé? Ouais, tout à fait, ce qui s'est passé, c'est que j'aime à croire, en tout cas, j'avoue, je le répète souvent, souvent le I de DSI était perçu comme informatique. Mmh. Très vite, quand on a commencé à migrer et cetera, il y a eu toute cette question de la data, et on a créé, au fait, au sein de la DSI, un service data. Donc je dirais que le I s'est transformé en plutôt information. Innovation. Et là, justement, plutôt sur la fin, effectivement, avec certains use cases, sûrement qu'on va en reparler, Mmh. je dirais que le I est plutôt innovation. Donc là, toute cette capacité, je dirais, de la direction SI à ne plus être juste support, mais être, proactif dans l'innovation, et être, carrément, un apporteur de solutions, bah, quasi permanent, puisque là, aujourd'hui, il y a très, très peu de cas d'utilisation où on peut se dire: «Ah là là, la plateforme va pas répondre», ou alors faut aller chercher quelque chose d'autre. Là, on est quasiment en capacité de dire, bah, le problème sera forcément fonctionnel, sera métier, sera budgétaire, sera un problème de temps, mais ça sera pas un problème technique. Et ça a vraiment modifié la manière dont on perçoit la direction SI au sein du Puy du Fou. Ça a aussi, amené des périmètres nouveaux. Là, aujourd'hui, on travaille énormément avec les équipes de réservation, les équipes RH, et cetera, pour leur amener, des solutions techniques à leur use case. Heu, c'est vrai qu'il y a 3-4 ans, ces directions avaient plutôt l'habitude de se concentrer sur des sous-traitants, qui les accompagnaient, et de considérer la DSI comme un apporteur de clavier et de souris. Donc donc oui, oui, ça a changé les choses, et notamment nous-mêmes dans la DSI, ça a amené d'autres métiers. Aujourd'hui, on a un Scrum Master à plein temps, on a des gens qui sont plus PO effectivement, on a aussi Product owner. Mmh. on a aussi poussé des profils au sein de grosses directions, qui ont des gros besoins numériques, en faisant sorte de pépinière d'entreprise, où effectivement il y a des gens, on les prenait au sein de la direction, on les formait, puis ensuite on les projetait, dans des directions métiers, bah, afin que ce soit à la fois des ambassadeurs, mais des relais aussi, privilégiés pour nous, bah, afin qu'on travaille, beaucoup mieux dans l'entreprise. En fait, ça a vraiment changé si je te comprends bien, le rôle de la DSI au sein du groupe Puy du Fou. Si je rephrase ou j'essaie de résumer pour bien comprendre ce que tu as dit, vous passiez d'un rôle finalement d'hébergeur d'applications, d'apporteur de solutions techniques. Et alors, quand tu dis en plus clavier et souris, c'est probablement le support local du toner d'imprimante et des choses comme ça, à un partenaire stratégique sur lequel on peut construire et déployer des solutions business qui change la manière dont les équipes métiers travaillent finalement. Exactement.
Ce qui m'amène à autre chose que tu as dit dans DSI, il y avait I de innovation aussi. Maintenant que vous êtes dans le cloud, quelles sont les opportunités que vous voyez s'ouvrir devant vous qui auraient été difficiles, voire impossibles de faire avant? Alors, actuellement, on travaille évidemment sur les sujets IA, heu, Tiens donc. oui, évidemment. Alors, il y a les sujets IA, je dirais un petit peu historiques, reconnaissance, d'images, reconnaissance faciale, des choses comme ça, où je dirais qu'on est sur des choses qu'on savait faire avant, mais Mmh. du coup, aujourd'hui, on le rebaptise un petit peu IA. Bon, bref, on passera sur la partie vocabulaire et puis évidemment, là, on travaille sur la partie IA générative avec pas mal de cas d'usage. Aujourd'hui, on se restreint assez volontairement à ce que les cas d'usage soient en interne pour plutôt, fournir des solutions qui sont des directions assistées, je dirais. C'est-à-dire, la personne va utiliser les outils pour aller plus vite, pour être plus efficace et cetera, mais ça va quand même être un humain à la fin qui va choisir, la réponse qu'il va donner à un visiteur ou des choses comme ça. Aujourd'hui, pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'on accompagne notre centrale de réservation, Mmh. pour qu'elle puisse gagner en efficacité tout simplement sur la réponse, mail et la réponse, et la qualité de réponse envers les visiteurs, notamment sur toutes les sollicitations mail et donc effectivement les IA génératives nous permettent aujourd'hui Résumer, comprendre, éventuellement rédiger un début de réponse. basé sur une formation assez standard, d'ailleurs sur les Mmh. documentations de formation de nos agents. Et bien effectivement, elles vont proposer des réponses et l'agent, va pouvoir confirmer ou infirmer, en prenant la réponse ou pas. Et ça nous permet, tout de suite de mettre un premier cas d'usage, pareil, qui est pas très névralgique, mais qui permet tout de suite d'aller chercher de l'efficacité et puis un gros ROI puisque, c'est plus de 1000 mails par jour que nos agents traitent, donc tout de suite ça fait du volume. Oui, ça va augmenter leur efficacité et aussi la tonne de données sur lesquelles reposent les systèmes de vente dont vous parliez avant, le tunnel de vente, les réservations, etc., qui peuvent alimenter le CRM de façon probablement beaucoup plus fine et pointue. Il y a beaucoup de clients qui, après avoir fait cette migration, m'expliquent ici dans le podcast que l'étape suivante, c'est gérer les données et mieux exploiter les données que vous aviez déjà probablement avant, mais maintenant il y a des outils pour le faire et il y a des use cases qui s'ouvrent. C'est quelque chose que vous avez sur votre radar aussi? Ouais, ouais, c'était clairement l'idée, hein, de toute façon, c'était d'aller chercher aussi, ces gros algorithmes et ces grosses capacités d'injection de données pour derrière, en sortir tout simplement des aides à la décision ou de l'efficacité comme on l'a dit. C'est aussi pour ça qu'en 2023 on a créé un service au sein de la DSI vraiment purement data. L'idée est tout simplement d'appliquer, comme tu l'as souligné en fait, hein, aujourd'hui il y a tellement de données, pour le coup que là, il faut appliquer une certaine gouvernance, des définitions, un référentiel et j'avoue pour le coup, des fois, il faut le faire avec autorité, parce que sinon, Mmh. on peut toujours discuter, de l'épaisseur du trait sur certaines définitions. Qu'est-ce que c'est un chiffre d'affaires? Qu'est-ce que c'est une masse salariale? Qu'est-ce que c'est une visite? Ou un visiteur qui vient sur plusieurs jours, est-ce qu'il faut le compter plusieurs fois? Est-ce qu'il faut compter une fois? Et cetera. Enfin bref, à chaque fois qu'on rentre dans le détail d'une définition, on s'aperçoit que c'est plus du tout un sujet numérique, c'est vraiment un sujet de gouvernance d'entreprise. Mmh. Et là, pour le coup, on a appliqué un référentiel en tout cas sur ce qu'on appelle nous les données régaliennes, de l'entreprise, c'est-à-dire vraiment, masse salariale, chiffre d'affaires et cetera. On a appliqué un référentiel, assez propre là-dessus, qui permet au moins que tout le monde parte, d'une base et ces chiffres-là, nous, on les certifie. Ensuite, après, on les expose, sous forme de dataset auprès de on pourrait les appeler data stewards, les business analysts, bref, ils ont tout un tas de noms et on va dire des personnes qui peuvent analyser la data, mais là, pour le coup, c'est côté métier Mmh. et après, eux peuvent avoir leur couche d'interprétation, je dirais libre à eux aussi des fois d'être créatifs et même d'aller pourquoi pas chercher de la science là-dedans, de chercher de corroborer, la température qu'il fait, le nombre de visiteurs, le nombre de spectacles qu'ils ont vus et le panier moyen en restauration. Ça, c'est effectivement des choses qu'on laisse nous, à discrétion des métiers. Parce que pour le coup, on n'a pas la capacité encore, en tout cas au service data, de répondre absolument à tous les métiers, du Puy du Fou, parce que comme tu as pu le comprendre,
il y en a beaucoup et faudrait qu'on soit 250 à la data, quoi. Ouais, mais c'est Donc même, pour enfin oui, l'idée serait même de leur donner des outils au métier pour qu'eux puissent avoir leur data spécialiste ou analyste dans chaque métier pour pouvoir faire ce genre d'analyse et de prédiction aussi, je suppose. Quand tu parles de corréler la météo, les ventes de la saison passée, le panier d'achat moyen, etc., on pourrait se projeter aussi sur les saisons prochaines. tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour l'instant, on se contente vraiment de garantir que les données sont les plus claires possibles, avec Mhm. une définition très claire et ensuite effectivement on les expose sous forme de dataset comme je l'ai dit, via des outils. Alors, côté BI on utilise, Qlik, qui est pour le coup, aussi hébergé sur AWS, mais moi pour le coup Mhm. c'est du SaaS. Et là effectivement après, les Indiana Jones de la donnée, vont aller, vont aller en fait, Piocher. découvrir un petit peu et piocher dans leur dataset. Ça nous permet aussi évidemment de garantir la sécurité, heu, Mhm. de ces données et qui a accès à quoi dans l'entreprise, ce qui est non négligeable et un sujet un petit peu prenant quand on n'a pas cette organisation dans les données. Il y a un aspect dont j'ai pas encore parlé, et j'aurais peut-être pu en parler avant de parler données, etc. C'est combien ça coûte, monsieur. C'est le coût. Enfin, je veux dire, quand on migre ainsi vers le cloud, parfois on a des factures qui explosent un peu. En tout cas, au début, on doit apprendre à contrôler les coûts et en tout cas à les aborder de façon différente de on-prem. Quel était votre voyage vers du FinOps? On a eu quelques surprises effectivement, c'est vrai que, tout se paye sur la partie cloud et en fait là c'est pareil, ça a aussi contribué aussi dans la partie formation. Moi c'est vrai que la 1re chose qu'on s'est dit avec mon équipe sur la partie cloud, c'est que il faut avoir la vision sur combien coûte une infrastructure. Donc en fait, même les développeurs actuellement peuvent voir le prix que ça coûte sur, enfin, ce qu'ils mettent en place, ils Mhm. peuvent voir le prix que ça coûte. Et ça, mine de rien, c'est vachement, fédérateur et ils vont aussi aller chercher l'optimisation pour justement réduire ces coûts. C'est j'ai même envie de dire que c'est devenu une sorte de petit jeu entre les développeurs. Faites un dashboard interne. Qui est la moins chère et voilà et comme je le disais, dans la partie, formation sur le développement cloud ready, la partie FinOps est omniprésente sur cette formation-là et du coup, on vient vraiment t'apprendre à comment bien développer et puis voir, du coup, combien coûtent les services. Il y a des spécialistes qui ont émergé ou qui ont été formés FinOps pour insuffler les bonnes pratiques dans les différentes équipes, ou c'est à chaque équipe de s'autoréguler, Il y a pas de spécialiste, c'est vraiment une tâche qu'on partage du coup déléguer. Mhm. au travers de toute l'équipe. Il y en a qui sont beaucoup plus adeptes et qui vont s'y mettre un peu plus, alors je vais pas dire par passion, mais par envie, où ils vont vraiment, analyser les coûts et chercher les sources d'optimisation. Et après, qu'est-ce qu'on fait en optimisation? Bah, forcément, tout ce qui va être réservation, saving plan. On va aussi avoir plusieurs environnements. Par exemple, là, on a des environnements de dev, de stage et de production. Et là, c'est pareil, il y a eu des discussions aussi avec les métiers pour voir en fait si vraiment le workload devait être disponible 24/24, 7/7. Et en fait, on a vu que en production, on pouvait soit éteindre des machines sur, la période nocturne, sur les jours fériés ou des choses comme ça. Donc ça, mine de rien, ça récupère aussi pas mal de coûts. Les environnements de dev et de stage sont allumés à la demande par les métiers et les développeurs. Et après, du coup, la partie, serverless, qui bien entendu, Elle ne coûte qui rien quand on n'utilise pas. c'est Ouais. ça, exactement. Ça vous a permis d'avoir aussi une nouvelle discussion avec les métiers sur les coûts et leur donner du reporting plus précis sur ce que coûtent leurs différentes applications. Totalement. Là, mensuellement, chaque métier, ou moins du moins chaque direction du Puy du Fou reçoit les coûts d'infrastructure mensuels de leur application. Est-ce qu'ils changent leur vision, leur perspective sur les services IT? Enfin, est-ce que ça a drivé des changements organisationnels ou business? Mmh, j'ai envie de dire quand même pour l'instant, pas forcément, parce que du coup les lignes budgétaires sont encore sur la DSI, il y a pas de refacturation entre services. D'accord. Mhm. Mais, Ça pourrait dans le futur. mais ça pourrait. Ah non, ça pilote, je dirais même que nous, c'était une de nos stratégies, hein. C'est vrai que
quand on est sur des infrastructures on-premise, on a du mal à avoir, la finesse de tous ces coûts, de chercher des ROI par application, de voir où sont les priorités. Toute cette migration, sur AWS nous a permis évidemment d'exacerber ces coûts. De les mettre, ouais, de les rendre visibles là où ils étaient plutôt cachés ou C'est ça. Et blendés. les mettre en évidence, a forcément aussi eu un impact sur nous, les priorités. Il y a des applications qui étaient pas forcément, une priorité business, mais qui pour le coup étaient, hyper gourmandes, quand on les a migrées. Mmh. Et tout de suite en fait ça a revu nos priorités et c'est là où on a focusé, en priorité évidemment. Ouais, c'est ça, genre Mhm. plutôt ou des choses comme ça, ouais. Vous avez dit tout à l'heure que vous arrivez au terme de votre plan directeur. Je cherchais mon mot sur 3 ans pour cette phase de migration. Ça veut dire que la migration est quasiment terminée. Comment vous voyez les prochaines 3 années? On a déjà parlé de l'aspect data et des choses auxquelles vous pensez sur la data, mais comment vous voyez les étapes suivantes? Alors, elles sont très, très simples, les étapes suivantes. C'est, Optimiser. à fond pendant 15 jours et après on accélère. Je plaisante. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi un point qu'on n'a pas abordé, c'est Mhm. pourquoi on était parti sur AWS. C'est notamment pour avoir cet aspect international et pouvoir, dans un avenir, proche ou lointain, l'avenir nous le dira, mais déployer des parcs, très rapidement. Parce qu'effectivement, en termes là, plutôt de vision stratégique du Puy du Fou, l'Espagne n'était finalement qu'un essai qui s'est très bien passé, mais on va aussi, aller, vers l'international, c'est public, hein, ces informations. Mhm. Et donc en fait, on va avoir ce besoin de déployer des parcs un petit peu massivement. L'idée, c'est tout simplement de poursuivre cette migration sur notre parc espagnol, et ça, c'est notre leitmotiv de cette année. Et ensuite, après, tout simplement à la fois de promouvoir des nouveaux use cases, on en a parlé, mais en plus de ça, de gouverner et de standardiser, la manière dont on va pouvoir déployer des parcs à l'international. C'est-à-dire, vous voulez réutiliser l'infrastructure qui est déployée sur Paris, je suppose, maintenant, West 3, et dire, voilà, mais comme tout est scripté, comme tout est scriptable, je redéploie toute la même infrastructure sur la zone Madrid pour le parc en Espagne, et puis peut-être sur d'autres zones là où vous pourriez avoir d'autres présences dans le futur. C'est totalement ça. C'est exactement l'idée. Et Madrid est déjà en cours de déploiement, ou c'est votre projet 2025-2026? Le but, c'est vraiment de faire un parc as a service. C'est qu'en fait, nos produits, par exemple, si on prend typiquement le cas de l'Espagne, le tunnel de vente en ligne est déjà déployé sur AWS, mais typiquement, ils ont un catalogue de produits qui est différent de nous. Et donc c'est pour ça que le produit de la vente en ligne, il va être différent par rapport aux produits qu'on va vendre. Et effectivement, en fait, un parc, de quoi ça a besoin à sa création? Ça a besoin d'un site vitrine. Forcément, il va y avoir des employés, donc une partie La gestion des SIRH ressources avec la humaines, des salaires, etc. Ouais. exactement. Et donc le but du parc as a service, c'est de pouvoir déployer. On a fait le test, ça va nous demander grosso modo 3 jours, recettage compris, à déployer l'intégralité des applications sur une autre région AWS. 3 jours 3 jours. pour quelque chose d'aussi gros, volumineux enfin, cet ensemble d'applications. J'ai appris un nouvel acronyme, un PaaS. C'est plus du Exactement. plateforme as a service, c'est un parc as a service. 2025, c'est la première saison complète où vous tournez sur la nouvelle infra AWS en Oui, France. Ouais. totalement. Donc ça va être là maintenant, juillet-août, ça va être le grand test de scalabilité, de résilience. C'est ça. Après le tunnel de vente en ligne, ça fait quand même déjà Ouais. 2 ans qu'elle Mhm. tourne sur AWS. On a eu quelques surprises. On a eu l'idée d'utiliser, Appreneur pour la gestion des containerisations en Mhm. production, ce qui a été un total échec, en termes de scalabilité. Où, à l'ouverture du coup de nos réservations, le tunnel du coup, est tombé et donc, une mauvaise expérience cette année-là. Mhm. Ce qui nous a du coup, en fait poussé du coup à partir sur Lambda et on a aussi quelques workloads sur ECS pour avoir une scalability un peu plus complète. C'était ma question, c'était voir comment vous avez retourné à cette architecture-là. Et donc, Lambda, c'est la réponse, et puis OCS pour les long running tasks, comme on dit Exactement, en bon franglais. c'est exactement ça.
L'histoire de la migration cloud de l'infrastructure informatique du SI du Puy du Fou, avec un parc à ce service peut-être bientôt déployable en 3 jours dans d'autres régions AWS. Merci Dimitri Guédin, du responsable infra cloud et logiciel software au Puy du Fou, et Yvelin Naudet, DSI du groupe Puy du Fou, puisqu'on a bien compris, c'est un groupe avec une présence en Espagne, en France et peut-être plus tard ailleurs également. Merci messieurs d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout de cet épisode. Rendez-vous vendredi prochain dans toutes vos bonnes applications de podcast pour un prochain épisode. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.